C'est une petite remarque. À un moment, les intermittents du spectacle, il y a quelques années, avaient lutté. Ils avaient obtenu, ils ont encore pour le moment, hein, même si c'est très menacé, le maintien de leur statut. Et à l'époque, on avait tous, dans nos revendications, l'extension du statut des intermittents du spectacle à tous les précaires pour éviter le type de situation horrible que vous décrivez. Donc je rappelle juste cette revendication, quoi. Ouais. Rémi ? Ouais, du coup, moi j'avais une question par rapport à la dernière intervention. Vous parliez de quelque chose d'assez universel. Vous disiez que tous, vous incluez un petit peu tout le monde en disant que vous créez tous du beau. Et quelque part, on cherche à vous couper l'herbe sous le pied. On vous demande de continuer de faire du beau avec moins de subventions, avec moins de postes. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui pensent qu'on ne veut plus en fait que vous fassiez du beau ? C'est la réalité. Marchande, ouais, quelque chose du prêt à consommer, ouais. Finalement, il y a beaucoup de valeurs qui sont en train de disparaître, mais bon, ça fait ringard, ça fait un peu... moi, j'aime bien cette notion du beau. Le beau, c'est compliqué comme notion quand même, hein, mais c'est pas que du beau, d'ailleurs, je pense. Mais on essaie de construire et de proposer des... matière à penser aussi, pour reprendre le nom d'une émission de France Culture. C'est pas que du beau, c'est aussi de la matière à penser, c'est aussi de l'intelligence, c'est aussi de la curiosité. C'est tout ça qu'on essaie que les artistes et les gens impliqués dans l'audiovisuel essaient dans le cinéma, dans la radio, dans la danse, etc., essaient de produire. C'est de l'intelligence et de l'ouverture d'esprit. Et on a besoin de ça, au-delà de la beauté. Et effectivement, si on a moins de moyens, on ne fera plus du tout des choses comme ça. Je souscris tout à fait. Je pense qu'on n'est plus du tout dans le beau. On est passé dans une logique quantitative depuis de nombreuses années. Donc, on ne peut pas faire du quantitatif et du qualitatif. C'est pas vrai, pour toute chose. Je pense que ce qui est grave, c'est qu'on est en train de priver les générations. Vous, on est en train de vous priver d'un patrimoine, parce que quand nous ne ferons plus du beau, nous ne ferons plus ce que nous faisions avant. Quand il n'y aura plus la mémoire, c'est-à-dire quand ça n'existera plus, dans 20 ans, personne ne sera là. Qui sera là pour dire « c'était comme ça, on a perdu ça ». Donc on est en train de vous priver une mémoire, et c'est très grave. On ne saura plus ce que c'est que le beau dans 20 ans. Mais finalement, ça arrange qui ? Ça arrange ceux qui nous gouvernent, parce que le but, c'est quoi ? C'est finalement de vendre une télé, une voiture chaque année. La culture, c'est un des marqueurs des civilisations. Historiquement, la culture, quand elle est négligée, ça n'est pas un bon signe pour une société et pour une civilisation. Ce n'est pas une civilisation, une société qui se développe, c'est une civilisation en régression. Et j'ai bien peur qu'on soit dans cette situation-là, malheureusement. Parce qu'on est en train de vous priver, et les générations qui viennent, de toute cette mémoire. Parce que demain, qui viendra dire... il y avait ça avant, il y avait cette qualité-là, il y avait cette exigence-là. Parce qu'on est en train de la perdre, ce beau-là, cette beauté-là. Et je crois que ça touche absolument tout le monde et tous les corps de métier. Oui. Je vais juste ajouter que... Je ne sais pas si on m'entend. Nous, on montre du cinéma indépendant et ouvert à d'autres cultures. Et si effectivement on ne peut plus le faire, on montre quand même des films qui sont parfois censurés dans leur pays. Ou des gens qui sont arrêtés, voilà, des films iraniens, turcs, syriens. Moi, j'ai le souvenir, il y a maintenant 8 ans, d'un réalisateur iranien qui a réussi à venir jusqu'à Paris. Il devait aller à un autre festival avant, il n'a pas pu monter dans l'avion. Je vous avoue que quand il est arrivé à Paris au festival, j'ai pleuré, parce que j'ai trouvé ça hyper beau. Qu'on puisse montrer ses films. Aujourd'hui, je sais qu'il est en Turquie et je pense qu'il continue à faire des films, mais c'est pas évident. Mais nous, aujourd'hui, on peut encore montrer en France des films de personnes qui peuvent parfois plus le faire dans leur pays. Et nous, on a encore cette chance-là. Mais si ça continue, on n'aura peut-être plus cette chance de pouvoir les montrer. Et effectivement, aux futures générations, de pouvoir voir ce genre de film. Donc, c'est effectivement pas que du beau, c'est de l'ouverture à l'autre, de l'esprit critique et de l'échange. Et moi, c'est ce que j'ai envie de défendre en continuant à faire mon métier. Merci. Alors, il y avait d'abord... oui, d'abord une question, oui. Oui, ouais. Après là, et après Roberta. Ouais. Oui. Qu'est-ce que je faisais ? Juste un truc par rapport au beau. Je pense qu'il y a des personnes qui veulent garder le beau, mais pour elles,
mais qui veulent surtout pas savoir comment on arrive à produire et à faire du beau. C'est-à-dire que les gens qui font, ça les intéresse pas. Sauf que ça, c'est un monde virtuel, ok, ça fonctionne pas. Et on est vraiment de plus en plus, et globalement, je crois que c'est ce qui se dit, certainement ce que vous aviez en tête, dans une dichotomie comme ça, avec des personnes en face de nous qui sont complètement hors sol, d'accord, qui sont pas dans un certain ici et maintenant, mais qui sont dans une consommation. Or, tout ce qui se dit ici et une université, c'est fait pour ça aussi. Pour penser. Donc, du coup, on n'est plus dans la consommation. Enfin, le projet néolibéral, il semblerait que ce soit la destruction de tout ça. Donc, si tu pousses la logique à terme, il n'y a plus d'humains, non ? Bon. Non, mais... Ouais. Le corollaire de tout ça, c'est les pressions qui sont faites, parce que ça a été évoqué autour de cette table, mais il faut savoir que quand on fait grève et quand on a la possibilité de s'exprimer derrière un micro, c'est très compliqué, ça devient très compliqué. Il y a tout un tas de pressions qui sont faites sur les équipes, par exemple à Radio France, mais c'est vrai aussi lorsque les membres du chœur, les membres des orchestres, les membres du ballet interviennent et font des discours au public, parce que ça dérange évidemment. Les discours des musiciens de nos orchestres, beaucoup de concerts des orchestres de Radio France et du chœur de Radio France ont été supprimés entre fin novembre et fin janvier. Donc c'est énorme, la perte d'argent évidemment pour Radio France et pour toutes les institutions, c'est énorme, ça a un poids financier, mais ça embête aussi beaucoup la directrice qui assiste à ces concerts, et elle se retrouve là et tout d'un coup il y a un discours très joliment écrit et très pensé d'un musicien ou d'un choriste, et qui finalement remet en cause la politique de cette personne et de ce qu'elle incarne. Et ça fait jamais plaisir, évidemment. Et évidemment, il y a des retours de bâton, c'est-à-dire qu'il y a des pressions, il y a des émissions qui sont... Quand on sait qu'une équipe est gréviste, eh bien, on remplace les émissions par des rediffusions. Parfois même avec les mêmes personnes qui avaient fait fabriquer les émissions que celles qui sont grévistes au jour J. Sans leur assentiment évidemment. Donc il y a tout un tas de choses comme ça qui sont difficiles à vivre. Nous, les syndicats ont dû se battre à Radio France pour que les directions des antennes respectent le droit de grève des équipes. Donc il y a des pressions comme ça. Il y a plusieurs actions qui ont été faites, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, pour évoquer toutes les actions. Moi je pense qu'il faut tout multiplier, il faut arroser, il faut y aller vraiment, aller jusqu'au bout là-dedans, dans l'offensive. Il y a eu des tribunes des équipes de Radio France, vous les avez peut-être lues dans Libération, il y a eu 2 tribunes, une en décembre et une en janvier. Il faut continuer à écrire des lettres ouvertes à Riester, voilà. Il faut continuer jusqu'à ce que, je ne sais pas, moi, il craque. Je ne sais pas quelle est la solution, parce que là, il y a le psychologique et le politique et le social qui se mélangent. Est-ce que ces gens sont faits comme nous, hein ? Il y a eu des articles magnifiques dans le monde diplomatique là-dessus. Ils ne sont pas faits comme nous. Quels sont les ressorts ? Qu'est-ce qui va les faire craquer, sortir de la digue ? Moi, j'en sais rien. Vous savez, moi. C'est compliqué, ces choses-là. Hein. Mais il faut continuer. Oui. Et il faut s'unir. Il faut vraiment s'unir, quoi. Parce qu'en fait, c'est l'ensemble de nos sociétés qui est brutalement, violemment attaqué. Vraiment. Il y a une violence et une insécurité sociale qui sont en train de se répandre partout, et on sait très bien ce que ça produit à terme. C'est un petit peu le peut-être. Vous voyez, tout ce que ça a recréé comme vie et ce qui a été dit, et après je rends vite la parole, mais toute la vie que ça a remis, je parle d'humanité, je parle de toute la vie que ça a remis au sein de notre institution, finalement c'est face à l'adversité que ça s'est créé. Alors peut-être qu'il y a beaucoup de choses très bien qui vont surgir de ce que nous sommes en train de vivre. Seulement, il faut y aller, il faut tenir, il nous faut du courage, de la persévérance, et en même temps, je pense que nous sommes vraiment payés de retour, parce que plus, moi quand je vais dans des AG Interpro ou des choses comme ça, quand tu rencontres des étudiants, j'étais la semaine dernière à Paris 8, etc. Enfin, c'est extraordinaire en fait, la richesse de nos échanges, et c'est ça notre force.
Et un point, c'est quand même fondamentalement, il y a beaucoup de psychologique dans tout ça, et tu l'as très très bien dit, et de l'émotionnel, etc. Que peut-être le but principal des gens de pouvoir, comme ça que je les appelle, c'est même plus de gauche, de droite, ce que tu veux, les gens de pouvoir, ils mettent beaucoup d'énergie à tenter de nous convaincre que nous n'en avons pas de pouvoir. D'accord ? Je pense que c'est l'objectif principal, c'est ça. Notre pouvoir, il est collectif. Alors voilà, donc du coup, ça prend plus de temps. C'est plutôt de la permaculture que de la culture intensive. Voilà, mais c'est sans pesticides, c'est du bio. Faut y aller, hein. C'est par là qu'il faut aller, mais voilà. Merci. Alors, il y avait une prise de parole là. Pardon. Ah, Roberta, vas-y. Oui, moi j'avais une question très terre-à-terre à Tristan. Vous aviez dit que donc, vous êtes au régime général au Ballet de Lorraine. Donc votre retraite, c'est 60, 65 ans, je ne sais pas l'âge exact. À l'Opéra de Paris, les danseurs arrêtent à 40 pour les femmes, si je ne m'abuse, ou 42 ans pour les hommes. Donc du coup, vous dansez jusqu'à 60 ans ? Comment ça se passe ? Non. En tout cas pas sur le même rythme que maintenant. En général, donc on est en CDI, on n'est pas mis dehors. Moi, de ma carrière, j'ai jamais vécu de danseur se faire mettre dehors, mais je pense qu'il y a une nécessité, au bout d'un moment, physiquement, on n'en peut plus, et donc on anticipe aussi un peu ça, et ça se fait plutôt de plein gré, entre 35 et 45 ans, où on s'en va. Avec un projet de reconversion assez fragile parce qu'on n'a pas de droit particulier, comme tout salarié du droit privé, on a des droits d'information, mais au maximum ça va être 1 an de pris en charge. Faire un nouveau métier en 1 an, c'est quand même compliqué. Alors après, on a un peu de chômage qui va prendre le relais, mais voilà, j'ai pas mal de cas de personnes qui auront des enfants à charge, qui vont avoir, c'est vraiment compliqué, mais non, on danse pas jusqu'à plus du même âge comme là à Paris. Alors après, oui, et je trouve ça assez intéressant de voir des personnes plus âgées continuer à pouvoir danser sur les plateaux, mais ça va jamais être au même rythme. D'ailleurs, moi, je souhaite danser toute ma vie, mais comment j'aimerais pouvoir avoir un certain contrôle. Pour moi, la retraite, c'est pas le moment où je peux enfin faire des siestes toute la journée. C'est comment, à partir de quand je peux vraiment décider à comment je travailler. Et voilà, et c'est pour ça qu'on parlait de perspective et d'être pas seulement défensive mais aussi à l'offensive. Et Clément a évoqué un peu les idées portées par Bernard Friot. Voilà, moi j'aimerais la retraite à 18 ans en fait, parce que non mais c'est vrai, à ce moment-là, et je pense qu'on peut s'organiser collectivement pour pouvoir mettre en place, un plan sa retraite, un plan ça comme on veut, un salaire à 18 ans, et ce qui nous permet de travailler comme on souhaite travailler. Parce que c'est pas qu'on est tous des paresseux et qu'on va en faire le moins possible. C'est juste qu'il y a un rapport de force par le marché du travail qui fait qu'on s'épuise, et que je trouve intéressant moi aussi en tant que danseur de me pousser, de devoir donner toujours plus, mais j'aimerais avoir le rapport de force qui me permet de le faire déjà de plein gré, et puis en faisant attention à moi, parce qu'actuellement c'est pas le cas. Bien sûr qu'il y a une excellence et on est poussé à nous dépasser, et ce qui fait qu'on a des hanches en plastique à 30 ans, mais voilà, il ne s'agit pas tellement de enfin laisser les paresseux avoir le pouvoir, mais de travailler comme on l'entend et de pousser nos limites en étant maître de nos vies. Merci. Il y avait une prise de parole là. Tout petit point très court sur la question du beau, parce que vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Le service public de la culture, c'est pas construit pour faire du beau spécifiquement. Il faut rappeler les fondamentaux qui sont vraiment tout bêtes. Il s'agissait de faire autre chose que ce que faisait le secteur privé, avant que le secteur subventionné ne soit repris en main par la puissance publique, c'est-à-dire un secteur qui était quand même en train de dégrader la production artistique. C'est-à-dire qu'il passait en gros le vaudeville, la pièce à caleçon qui faisait le plus de succès à Paris. Regardez les affiches sur Internet, c'était marqué comme ça, le plus grand succès à Paris. Et puis vous regardez, c'est toujours mon cul sur la commode.
en gros, qui circulaient dans toute la province, dans des conditions assez déplorables pour les artistes comme pour les spectateurs. On reparlerait aussi de la question de l'état des salles. Et pour les chanteurs, par exemple pour les lyriques, qui chantaient le matin, l'après-midi et le soir, et qui écrivaient à leur syndicat c'est plus possible de laisser faire ça, vous vous rendez compte de l'état des spectacles, etc. Donc il faut savoir que le secteur public, il a été subventionné pour une qualité, pour garantir une qualité de contenu et de forme aussi. Hein. Pour continuer, je dirais, par exemple à l'opéra et à la Comédie Française, où on peut aller quand même avec un regard gauchiste, se dire, attends voir les 400 ouvriers et les ateliers de Suresnes, etc. Pourquoi exactement on les paye, plus le projet de Cité du Théâtre, comme ça, alors là c'est complet, au détriment de quoi, etc. Mais en réalité, on s'aperçoit quand on regarde de très très près à l'intérieur de ces institutions qu'il y a une vraie défense de ce qu'est justement la qualité des métiers. Simplement, le beau, c'est une affaire, je dirais, entre moi et moi, toi et toi, et on peut discuter longtemps. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il s'agit toujours de préserver aussi le passé, mais pas au sens académique, puisqu'il s'agit toujours de, par exemple pour le théâtre, de mettre en scène le répertoire du passé dans une mise en scène contemporaine. Pas de le mettre à l'identique, de danser à l'identique à l'opéra jusqu'à ce que mort s'en suive des danseurs, et de repérer aujourd'hui ce qui sera le répertoire de demain. Donc, par exemple, le lait de la performance est aussi intégré dans les centres dramatiques nationaux, justement parce que dans la mission, il s'agit de faire aussi le répertoire de demain. Donc, quittons cette histoire, parce que c'est vraiment, encore une fois, un vrai mauvais procès qu'on fait aux institutions. Moi, je veux bien qu'on joue la carte anti-institutionnelle. D'abord, il faut la jouer clairement. Et deuxièmement, je crois qu'on se tire une balle dans le pied. Moi, je pense qu'il y a une crise du spectacle live. Parce que d'un côté, on a toute une esthétique et c'est plus une. Donc, tout doit être parfait, tout doit être carré. Les modèles les mannequins sont tous comme ça, les autres comme ça. Les bonnasses sont toujours blondes, grandes, bleus yeux, avec 2 mètres des cuisses. Et c'est un peu ça qui s'est perdu. La beauté du spectacle vivant, c'est que tu prends ce qui vient. C'est pas gagné que tous les soirs ça soit pareil. Et ça dépend des artistes, parce qu'une soir t'es plus motivé, ou l'autre soir t'es triste, t'as le bébé à la maison qui est malade. Mais c'est toujours quelque chose de différent qui est créé en ce moment-là. Et c'est ça le fait précieux dont ils n'ont rien à cirer. Parce que ça, on parle de chiffres. Alors tout est reporté au sous. Et c'est pas ça. Et c'est pas ni beau ni mauvais. C'est une question de culture et de continuer à quelque chose qui tout le monde a le droit de voir. Alors de dire ouais mais c'est trop coûteux, alors on va prendre le chœur amateur, ou alors on va prendre les autres qui ont payé au lance-pierre, ou qui n'ont pas de statut et ils n'ont pas de garantie. Ça c'est pas ça, c'est pas un État, ça, c'est pas une société. Ça rejoint aussi Ça rejoint aussi un truc, c'est que quand on a donné nos spectacles dehors, d'accord, devant Bastille et devant Garnier, moi, il y a un gars, c'est un gilet jaune historique qui est venu me voir et qui était bouleversé. Il disait merci, c'est génial de montrer tout ça. C'est ça la question du service public et de la culture pour toutes et tous, c'est ça, quoi. Et donc, ça m'a fait chaud au cœur d'entendre cette culture commune bien présente et bien vive aussi. Pour nous, mais qui est très très violemment attaquée. Mais enfin, je reviens là-dessus, quoi. C'est un plan quand même, c'est quand même un plan d'ensemble. Enfin, c'est pour ça que là, c'est bien. Nous sommes dans une université. Un pays ne bouge vraiment. Me semble-t-il qu'à un moment, quand la jeunesse se met en mouvement, je ne dis pas du tout qu'il ne se passe rien dans la jeunesse, c'est pas du tout mon propos. J'ai une fille de 21 ans qui fait un master, enfin, c'est pas ça, hein. Mais que c'est là que ça bouge. Et qu'en plus, sur le fond de cette contre-réforme, c'est absolument abject, je reviens là-dessus, on te dit, vous, ça devrait aller, mais les jeunes, la suite, qu'est-ce que c'est qu'un pays qui tourne le dos à sa jeunesse comme ça? Et enfin, je veux dire, combien de temps ça va durer, là, ce qui est en train de se passer dans le pays
jusqu'à ce que ça... Je pense vraiment qu'il est fondamental de travailler à s'unir, puisque tout le monde est attaqué. Et je ne pense pas que ça va s'arrêter, vu l'autisme des gens qui sont au pouvoir actuellement. Et je pense que tout le monde autour des deux tables, et puis dans la salle, pourrait certainement en témoigner, que voilà, on a des gens qui n'écoutent pas, qui ne nous considèrent pas. D'accord ? Alors, il y a encore au moins 2 prises de parole. Donc là, Laurent et Rémi, vous voulez aussi prendre la parole après ? D'accord. Oui, monsieur d'abord, après Laurent et Rémi. Bon, moi, je suis désolé, mais j'avais vraiment envie de rebondir à chacune de vos interventions qui nous racontent vraiment toutes quelque chose de très fort et très important. Mais bon, on ne va pas trop en rajouter. Je vais me concentrer sur l'audiovisuel public et en l'occurrence Radio France. Je pense que c'est... Mais juste avant, je vais quand même faire une parenthèse. On parlait de Riester tout à l'heure. Le 6 mars, à Coulommiers, au théâtre de Coulommiers, la liste d'union de la gauche unanime de Coulommiers, il est important de le dire, organise une soirée que moi je leur avais proposé, Riester, on vient te chercher chez toi. Eux, ils ont trouvé un titre encore mieux, c'est La fête à Riester. Alors, vous êtes prioritairement les organisations syndicales du spectacle, de l'audiovisuel, de l'action culturelle, etc., invités cordialement à cette soirée. Je fais juste le petit télégraphiste pour mon ami O de Canal, qui est une jeune prof qui est tête de liste de cette liste d'union de la gauche unanime. Bon, je reviens à mon propos. Pourquoi je me concentre sur l'audiovisuel public ? D'abord parce que nos amis de Radio France sont des pionniers dans cette bataille qui vient. Parce que la bataille, ils n'ont fait que... Bon, parce qu'ils ont été utilisés comme cobayes de ce que vous avez évoqué brièvement, et je voudrais juste m'y attarder un tout petit peu, de Cap 22. Vous êtes les cobayes de Cap 22, chapitre 18. Le chapitre 18 de Cap 22, c'est la réforme de l'audiovisuel public. Cap 22, c'est quoi ? Comité d'action publique, de modernisation de l'action publique, 2022. Pourquoi 2022 ? Parce que c'est la fin du quinquennat. Ça a commencé du temps de Sarkozy, ça s'appelait les RGPP. Après, à chaque président de la République, il y a eu une nouvelle modernisation de l'action publique. La dernière en date, qui date de Hollande, je vous rappelle que Macron était ministre de l'économie juste après avoir été secrétaire général de l'Élysée, ça s'appelle Cap 22. Une première mouture de ce Cap 22 est tombée du camion fin 2017, début 2018, je ne me souviens plus. La ministre de l'époque, Madame Nyssen, a démenti, dit non, je ne suis pas du tout engagée par ces dispositions, etc. Vous regardez le chapitre 18, c'est exactement le projet de loi qui s'appelle d'un nom très très brillant, Communication audiovisuelle et souveraineté culturelle à l'ère numérique, dont le titre 3 le plus important, c'est la réforme de l'audiovisuel public. Et pourquoi sont-ils si pressés d'en finir avec la loi retraite et pourquoi vont-ils recourir au 49.3 ? Parce que ce soir même démarre le travail de commission sur cette loi qui est programmée sur le mois d'avril à l'Assemblée et qu'ils ont adopté là aussi la procédure d'urgence. Je crois que là aussi il faut qu'on se dise les choses très clairement. La bataille de l'audiovisuel public ne fait que commencer. Alors, j'ai pas tout à fait fini. Non, ça va, le 49.3, je l'ai dit. J'ai fait des post-it pour pas trop perdre de temps, hein, d'accord ? Et je vais terminer rapidement. Alors, il serait très, très injuste de laisser nos amis, camarades, collègues, etc., de Radio France et de l'audiovisuel public, qui sont pas très nombreux, quoi. Combien êtes-vous en tout ? 4500 ? Voilà, bon. Alors qu'on a... Pardon ? Sans les intermittents. Non, sans les intermittents, mais si on rajoute les équivalents temps plein... Non, mais je suis d'accord, mais enfin, c'est quelques milliers, on va dire, ce qui est assez peu par rapport à la population active française. Je pense que ça serait très injuste de vous laisser tout seul face au bulldozer gouvernemental et qu'il faut que cette bataille de l'audiovisuel public, qui, rappelons-le au passage, est l'unique outil de création et de diffusion culturelle qui pénètre dans la totalité des foyers de notre pays,
tous les foyers ont au moins un poste de radio ou un téléviseur, un iPhone, une tablette, que sais-je encore, etc. Ça, c'est la prochaine bataille, celle du service public de l'audiovisuel. Bah, allons-y. Merci. Merci. Ouais.